j'allais vous demander à tous et à toutes, finalement, aujourd'hui, est-ce qu'elle existe vraiment, cette relation parent-prof? Avant, je vais prendre mon cas dans mes souvenirs, en tout cas lointains, il y avait un lien, mais surtout des parents qui nous rabâchaient: faut bien respecter ton professeur, faut bien l'écouter, etc. Il y avait ce lien qui existait quand ils allaient chercher les bulletins. Aujourd'hui, je sais que les parents ont un accès un peu illimité aux notes et à tout ce qui se passe, on va dire, dans la vie scolaire de leur enfant. Donc, je me suis posé la question, finalement, est-ce qu'il y a un réel lien qui existe entre vous et les parents, parce qu'il y a cet aspect-là qui est aussi important, ou finalement ça s'arrête juste à l'accès aux liens numériques que peuvent avoir les parents pour regarder les notes des enfants, les appréciations, et puis hop, et vous ne les voyez pas plus que ça. Alors, pour ma part, je trouve que ça va sûrement changer en fonction de l'enseignement. C'est-à-dire, est-ce qu'on est plutôt au collège, est-ce qu'on est plutôt à la maternelle, est-ce qu'on est plutôt au lycée, est-ce qu'on est plutôt même à la fac, parce que si on va plus loin. Alors moi, au collège, du moins dans ma matière, on a souvent une réunion parents-prof en début d'année, Oui. Où on croise les parents, et au cours de l'année, si le parent, enfin si l'élève, entre guillemets, il fait pas de bêtises, quoi, il se comporte bien, il a des bonnes notes, etc. Ben, il n'y a pas de lien plus que ça, quoi. On va pas appeler les parents pour dire oui, bonjour, votre élève super bien, nickel, elle est excellente, etc. Merci, au revoir. Ou du moins, en tout cas, c'est ce que je ne le fais pas. La plupart du temps, lorsque j'ai des parents, c'est souvent pour les élèves problématiques, des élèves qui n'écoutent pas, qui ne font pas leurs devoirs, etc. Et ce que j'ai pu remarquer, alors du moins je suis souvent dans les collèges difficiles dans le 91, c'est que c'est très difficile, en tout cas pour ma part, de les avoir. Alors c'est souvent une bataille, vous allez me dire que ça paraît surprenant, mais c'est réel, c'est difficile d'avoir des parents. On a même des parents, on n'a pas le numéro, dont on n'a pas le numéro de téléphone, ou le numéro ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'en fait l'élève, il vient en cours. Oui, et vous n'avez jamais vu... On les a jamais vus, ils se sont jamais présentés à la réunion parents-prof du début, le téléphone ça répond pas. Et souvent il y a la remise des bulletins, et donc là enfin, ça dépend des établissements. Il y a des établissements qui font la remise des bulletins pour justement permettre de garder ce contact parents-prof. Oui. Et pour les élèves en question, on a souvent la grande sœur, quoi. On a la grande sœur, on a le grand frère, c'est très difficile d'avoir les parents. Donc, pour ces élèves-là, je trouve que c'est assez dommage. Alors bien sûr, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Nadine, il y a le petit pronote, bien évidemment, pronote qui permet aux parents de suivre un peu ce qui se passe en termes d'absence, de retard, de mots, de quoi que ce soit. Mais on se retrouve à des problématiques en fonction de l'endroit, enfin des problématiques géographiques en fonction de où on est. On va avoir dans les collèges dits REP, du coup, des parents qui ne sont pas français, ou qui ne savent pas utiliser le numérique, qui du coup, l'élève peut faire un peu ce qu'il veut, parce que du coup, il sait que ses parents, ils vont pas spécialement savoir utiliser Pronote. Donc du coup, on a ce genre de problématique-là. Donc la question, c'est qu'est-ce qui est mis en place. Ça va être en fonction ça va être très très subjectif. Moi, lorsque j'en parle avec mes collègues, il y a des collègues qui font l'effort de trouver le numéro, de parler à un tel pour avoir un contact. Il y a des parents, j'ai des collègues, mais tant pis, tu vois, tant pis. Donc la relation parent-prof, est-ce qu'elle existe? Oui, pour les parents qui se donnent la peine, parce qu'on a aussi des parents, on a via l'ENT, on a des parents qui nous envoient des mails pour prendre des nouvelles. Alors, est-ce que mon enfant ça se passe bien? Je vois qu'il a eu telle note. Qu'est-ce qui s'est passé à tel contrôle? Récemment, là, il y a une semaine, j'ai reçu un mail d'une maman qui me demande, qui n'a pas compris pourquoi son fils il a eu 12 alors que d'habitude il a 16 ou 17. Donc je lui ai simplement dit que il était un peu moins attentif en classe, etc. Et donc du coup il a dû rater certaines notions. Et donc du coup elle a dit ok, d'accord, etc. Donc quand on a ce genre de situation, c'est une bonne chose, c'est gratifiant. On se dit bon voilà, les parents ils suivent derrière. Et je parle du moins pour moi. Alors, je ne pourrais pas dire de pourcentage parce que du coup je ne vais pas m'avancer pour rien, mais il y a vraiment pas mal d'élèves dont les parents ne suivent pas la scolarité. Finalement, ils ont différentes possibilités de rentrer en contact avec vous. Bien sûr, les mails. On a même certains parents qui n'hésitent totalement pas à donner leur numéro de téléphone pour avoir des appels téléphoniques, pour qu'on puisse échanger avec eux sur la situation de l'élève. Et ça arrivait souvent, mais c'est souvent tout noir ou tout blanc, quoi. C'est souvent, il y a des parents qui suivent beaucoup ou pas du tout, enfin, pas du tout. Du moins pour ma part. D'accord. Et pour vous?
Pour moi, je te rejoins assez, Patrick. En fait, c'est ça dépend vraiment des profils. Mais globalement, moi, de ce que j'observe de mon établissement, en effet, c'est quand même beaucoup de parents absents lors des réunions parents-prof, absents aussi lors des remises des bulletins, ou des fois c'est le grand frère ou la grande sœur qui vient récupérer le bulletin à la place du parent. Et voilà, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est que vraiment, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de parents qui pensent que l'école va éduquer leur enfant, entre guillemets, quoi. Enfin, et c'est vraiment... je réinsiste, l'école, vous voyez, la promotion un peu de l'école de l'excellence et tout, moi, ça me fait un peu penser au loto, c'est-à-dire on vous fait croire que tout le monde peut gagner, mais dans la réalité des faits, non, tout le monde en sortira pas ingénieur, médecin, et si on veut, du coup, des ingénieurs, des médecins, le gros du travail à faire est à la maison. Donc, j'invite vraiment les parents. Et moi, je le précise, je pense que les parents ignorent qu'ils ont... en fait, ils ont un pouvoir insoupçonné, je pense, Oui. pour tout ce qui est éducatif. Parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, l'école, finalement, s'accapare beaucoup pour sa propagande du succès des élèves. C'est-à-dire, comme je disais, les facteurs qui cultivent un enfant excellent, brillant, souvent sont extérieurs à l'école. Mais par exemple, je ne sais pas si un enfant apprend à jouer du piano à l'extérieur de l'école et que pour le bal de fin d'année, il fait un petit concerto de piano, l'école après va profiter de ça pour dire « Ah, regardez, on a des élèves d'excellence qui savent même très bien faire du piano. » Alors qu'en réalité, ce talent au piano est dû à l'environnement et donc aux parents de l'enfant qui ont cultivé ce talent en lui. Et je pense que vraiment les parents devraient plus avoir conscience que c'est eux les premiers enseignants, c'est ce qu'on dit souvent, et se saisir de ça, et surtout, bon, oui, après je compléterai après, mais vas-y. J'ai juste une question pour toi, Gabena, du coup. Est-ce que pour toi, le rôle de l'école, ce serait justement de sortir des ingénieurs, des médecins, parce que tout à l'heure, tu disais ça. Est-ce que pour toi, c'est ça le rôle de l'école ? Non, alors c'est vrai que je prenais ces métiers-là parce que souvent, entre guillemets, c'est les métiers d'excellence. Ouais, non, excellence. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pour moi, le rôle de l'école, le rôle de l'école, c'est vraiment d'abord, je disais, cultiver l'esprit critique. Et en fait, c'est pour ça que je te demandais, Nadine, tout à l'heure, la différence ce que tu entends par être enseignant du point de vue de l'institution ou de notre point de vue. Parce que moi, je peux vous dire, du point de vue de l'institution aujourd'hui, être enseignant, c'est savoir tenir des gamins, souvent un peu difficiles. C'est leur mettre des bonnes notes. On nous dit entre guillemets, s'adapter à eux. J'ai rien contre ça, mais en fait, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui, il y a une déresponsabilisation totale des élèves et des parents. C'est-à-dire, c'est à nous de s'adapter à tout type de situation. Les exigences vis-à-vis des enfants sont de plus en plus basses. Et c'est pour ça que je reviens au truc de la génération Z, j'y crois pas du tout. Moi, je crois pas que le fait d'être né au milieu d'une technologie hyper avancée, ça rend foncièrement différent. Moi, je pense qu'il y a baissé dans notre société, c'est le niveau d'exigence vis-à-vis des enfants. Oui. Et que si on revenait, et justement, et pour le coup, je disais, c'est pas l'école qui va pallier à ça, parce que, en fait, si on regarde comment l'école construit son rôle, c'est par rapport aux besoins qu'a la société. Est-ce que la société a besoin de plus d'ingénieurs, de plus de gens qui pensent et qui réfléchissent ? Non. Elle a besoin de plus de gens qui vont consommer Netflix, qui vont consommer Uber Eats, qui vont s'endetter pour le dernier écran LG. Donc ça veut dire qu'ils vont du coup produire l'école qui va les amener à ça. Donc une école où on baisse toute exigence, où on dit que savoir pas écrire en français, c'est pas si grave que ça, parce que maintenant les intelligences artificielles pourront écrire bientôt à votre place. Savoir calculer, c'est pas si grave, votre calculatrice peut le faire à votre place. Bon. Et là, je dis, si on pense que c'est l'école qui va du coup pallier à ça, je pense pas, parce que l'école, en fait, c'est peut-être un peu tragique. En fait, elle fait exactement ce qui la design, ce qui la pense, Jean-Michel Blanquer, etc. Elle fait exactement ce qu'ils ont prévu qu'elle fasse. Donc, si les parents veulent une autre issue possible, il faut qu'ils reprennent concrètement leur pouvoir dans l'éducation de leurs enfants. Et laisser
laisser l'école totalement responsable de l'éducation de ses enfants, c'est équivalent à jouer à la roulette russe. Faut pas faire ça. Des réactions ? Alors oui, j'ai entendu plein de choses. Effectivement, tu parlais de pouvoir, et je crois que ils n'en ont pas conscience, mais ils ont le pouvoir encore. Hein. Le lobby parent est très puissant. Les parents représentants d'élèves, moi je siège en conseil d'administration en collège et en lycée, et je vois le pouvoir qu'ils peuvent porter et le nombre de motions qu'on a dû lire, et etc., sur lesquelles on a le droit, on a le devoir, hein, et pendant le Covid, et ce qui s'est passé, et sur le harcèlement, et sur tout un tas de questions très intéressantes, l'exposition aux écrans notamment, sur le droit justement de recevoir des associations spécialisées en formation d'adultes et d'enfants sur des questions du cyber au sens large. Et donc, en fait, je pense qu'ils n'ont pas conscience du pouvoir. Et je crois qu'ils n'ont pas aussi toujours l'accès à leur pouvoir et à leurs droits de parents. Et parce que c'est assez opaque et c'est assez complexe. Un parent a le droit de refuser de signer un carnet de correspondance. Un parent a aussi le droit de refuser donc une préconisation d'un professeur. Oui. Il a le droit aussi de refuser un maintien. Un maintien, c'est anciennement le redoublement. Par exemple, un enfant qui a été déscolarisé pendant un certain temps, c'est très rare qu'on le fasse, mais quand à un moment donné, il a beaucoup trop de retard scolaire, on peut préconiser un maintien. C'est plutôt rare, sous l'aval d'un inspecteur. Et aujourd'hui, le parent a le droit de refuser ça. Donc, ils ont un grand pouvoir. Ils n'en ont pas conscience toujours. Ils ne le portent pas parce qu'effectivement, comme tout à l'heure, je disais, je pense que cette histoire de conception et de représentation de l'école qui est... Alors, c'est pas à redorer, en fait, à réexpliciter aujourd'hui avec nos nouveautés et avec nos forces et avec nos défis, parce qu'en fait, on en a. Hein, c'est pas des faiblesses, c'est des défis. L'école bouge avec la société, tout le temps. Et elle bouge aussi avec les parents, les nouveaux parents, parce que la génération Z, il va y avoir de jeunes parents, et ils vont être aussi, ils auront leur mission de parents, puisque le droit le définit clairement. Et donc, dans cette relation, il faut construire effectivement la confiance, et d'emblée, on va dire, dès la rentrée. Et je crois qu'il y a eu des expériences, c'était un prof d'éco, un prof de maths, je ne me souviens plus de leur nom, mais qui avait fait, qui chaque année contacte les parents, dernière semaine d'août, mais du type un peu punchy. Hein. Votre présence est plus qu'indispensable, elle déterminera la réussite ou non de vos enfants. Voilà, donc là, je pense qu'en termes d'argumentation, là, on a de quoi faire bouger en termes de pression. Donc les parents bougent. Avec la diversité de parents qu'on a. Et en fait, il y a une espèce de marquage. Alors, c'est une volonté aussi de la part de ces professeurs, et c'est même une conviction, un marquage très fort des parents. Donc, c'est des élèves qui sont en terminale, et le taux de réussite, il est de 100%. Et je crois que c'est un lycée avec un indicateur, en fait, donc on classe aussi par indicateur de besoin les établissements qui se situent plutôt en zone plutôt fragile, pas prioritaire, mais fragile. Et avec des résultats significatifs, parce que l'accompagnement, le soutien extérieur, comme tu disais, les facteurs extérieurs sont déterminants. Et l'appui des parents, puisqu'il y a la dimension encore affective familiale qui est là, qui est prégnante. Le coaching, et d'ailleurs merci l'école du foot, moi aussi, parce que j'en ai fait 25 ans et j'ai coaché, j'ai joué. Et l'école du foot m'a beaucoup apporté là-dessus. Et je crois que c'est cette relation-là aussi de coaching qu'on a qui est délicate, parce qu'on doit coacher nos élèves, et en même temps, un petit peu coacher les parents, leur dire « mais on a besoin de vous. Oui. Ma porte est ouverte. Vous voulez venir sur telle sortie ? Bienvenue. Vous voulez venir même sur une séance pédagogique ? Venez. » Alors, au début, ça rechigne un peu, les ados. La chouma, non, ma mère ne parle pas français. Madame, j'emmène pas. Si, ta mère, elle vient comme elle est, elle va s'asseoir à côté de moi même, et on va même co-animer. Moi, j'ai eu des mamans qui venaient en atelier, puisqu'on a un atelier hygiène, alimentation, service. Nous, on fait de la découverte des matières à partir de la 4e, qui est venue faire de l'apprentissage. Donc, elle avait fait des macroutes avec des élèves. Et il y avait 2 élèves qui savaient ce que c'était qu'un macroute sur les 16. Et donc, on a tous mis la main à la pâte, et c'était assez extraordinaire. Et valorisant pour la maman, très proche. Et je vous assure que cette maman, je l'ai encore en contact aujourd'hui. Et ça fait 7 ans que j'ai plus son fils. Et donc, c'est des moments très précieux. Après, il faut le vouloir. Oui. Parce qu'il y a une proximité avec laquelle il faut aussi jongler. Parce qu'effectivement, les groupes WhatsApp de parents, ça peut vite, on va dire, ça peut vite être délicat à gérer.
Donc, je crois qu'il faut y aller avec ce qu'on est. Parce que ce sont des parents en face de nous. Et nous, on est des enseignants. On a une même mission parce que on instruit, on éduque, on promeut et on inclut. Et l'éducation d'un parent, la dimension affective, est clairement différente de la nôtre, qui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus distanciée. Et arriver à communiquer sur mon enfant, il va pas bien, et en même temps c'est un bout de moi, et vous êtes en train de me juger en tant que personne, en fait. Vous êtes en train de juger la manière dont j'éduque mon enfant, mais pas du tout, madame. Et ces quiproquos-là sont assez arrivent, et parfois ça peut être punchy dans le rapport. Mais et en soi, comme je disais, après apprendre à fermer ce cahier-là et dire bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on veut. En fait, c'est voilà, remettre au centre le questionnement. C'est la priorité, c'est les besoins éducatifs de l'élève. Et toi, qu'est-ce que tu veux là? Tu voulais juste alerter maman ou tu voulais attirer l'attention et poser les choses. Donc la relation, je pense qu'elle doit être définie aussi par des règles, mais en même temps, il y a une demande de proximité de l'un et des autres, des uns et des autres qui peut être parfois différente et c'est là où c'est un peu, on avance un peu sur des œufs, c'est-à-dire que elle est institutionnelle prioritairement et en même temps à côté il y a une dimension aussi humaine. Oui. Il ne faut pas négliger parce que, en tout cas pour des élèves en grande fragilité, elle est très prégnante, la dimension humaine. Et pour ça, il faut avoir un peu, je dirais, sens de communication, être bavarde comme moi, bien sûr. Un petit peu de tact, parce que des fois, on ne s'imagine pas à quel point des mots peuvent peser dans une discussion, peuvent parfois faire basculer d'une ambiance à une autre. Ambiance à une autre, voilà. Enfin, voilà, moi, j'ai vu les 4 saisons sur une discussion parfois, et je me dis, ouh. Et puis finalement, ça se passe très bien, en fait. L'objectif est là. D'accord, ok. Non, mais je comprends que le lien, en tout cas, doit être là, doit exister, parce que finalement, vous avancez vers un objectif commun. Le parent, il veut que son enfant réussisse comme vous voulez que l'enfant réussisse. Donc, c'est très important. C'est ce qui peut être déroutant quand on voit qu'il y a un peu de l'absentéisme du côté du parent, puisque moi, j'ai toujours imaginé qu'en tout cas, s'il n'y avait pas ce lien entre le parent et l'enfant, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, des fois, ça peut créer des dérapages, en tout cas des moments où l'enfant peut un peu sortir, on va dire, du chemin. Mais je me posais la question par rapport, en tout cas, à ce que moi j'ai connu, si aujourd'hui on était sur un lien qui était réel, palpable, ou si c'était très distancé, et oui, certains s'intéressent, d'autres non. J'ai l'impression qu'en tout cas, c'est assez varié. Mais ce qui est sûr, c'est que sans ce lien-là, pouvoir avancer vers cet objectif commun et permettre à ce que l'enfant effectivement s'épanouisse à l'école, eh bien finalement c'est un fil très très fragile. Donc votre mission en tout cas elle est très claire là-dessus. On a parlé de la relation parent-prof, on a parlé de la relation entre les élèves et vous. La question que je me pose et qui est très en lien avec l'actualité, c'est la relation entre les élèves, entre camarades. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les salles de classe, dans les cours de récré, entre les élèves, entre les camarades? Je sens que vous me voyez venir, hein, c'est ça. C'est un peu délicat. Ça manque de poids, hein, voilà, vis-à-vis de ce que, en tout cas, vous voyez. Je voulais juste vite faire revenir sur le rôle des parents et par rapport à ce que tu disais, Siam. En fait, t'as donné une piste de solution à laquelle j'essaie de penser depuis quelques temps, c'est-à-dire vraiment, quand on reçoit les parents, moi c'est ce que je vais essayer de mettre du coup en place l'année prochaine, recevoir les parents et l'élève, et je parlais tout à l'heure d'attente, c'est-à-dire demander aux parents quelles sont les attentes que vous avez de votre enfant, en termes de comportement, de savoir, de résultats. Voilà, c'est pas une flèche en manne, mais j'aimerais qu'il accroche les 12. Ok, on se note cet objectif-là. Et qu'on essaie de se tenir, je sais pas, un compte rendu, alors je vais essayer de me tenir par mois, bon c'est difficile, mais voilà, parce que je pense en effet que si les enfants avaient plus la pression, attention, papa et maman surveillent les attentes qu'ont de moi, à la fois eux et le prof, oui. Ça peut aussi les aider, parce qu'ils ont besoin, même si leur comportement montre le contraire, ils ont besoin de cadre, comme je disais, les enfants, pour grandir de manière épanouie, ils ont besoin de cadre. Et la description que tu viens de faire tout à l'heure, en fait, ça me conforte dans l'idée que ça peut vraiment marcher de faire ça. Et
Et je reviens juste sur la notion de pouvoir de parents. Oui, quand je disais qu'il faut qu'ils reprennent le pouvoir, c'est dans le sens amélioratif. Parce qu'effectivement, j'ai eu des parents, par exemple, qui m'ont accusé de mauvais résultats, enfin, que je note trop sévère leurs enfants. Et quand je les ai reçus avec leurs enfants... Comment as-tu pu, Franck? Oui, non, mais et surtout, quand je les ai reçus avec leurs enfants, les cahiers de cours étaient incomplets, cahiers d'exercice aussi. J'ai dit que l'enfant en cours, il faisait pas grand-chose. Et les parents sont tombés des nues. Parce que l'enfant avait raconté à son parent, le prof, il m'aime pas, il m'a noté mal, etc. Donc, c'est pas de ma faute, c'est la faute. Voilà, c'est la faute du prof. C'est ça. Si on arrivait à plus de liaisons comme ça, ce serait intéressant. Ouais, Et ce qui est aussi problématique, c'est que pour le coup, je remarque, dès qu'il y a des mauvais résultats ou des résultats alarmants et que les parents le font savoir, l'institution se retourne directement vers nous. Oui. Et ça me pose un petit peu problème, comme je disais, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on est dans une politique de vouloir déresponsabiliser totalement les élèves et les parents et dire que s'il y a quelque chose qui tourne mal, c'est forcément l'enseignant qui est à mettre en défaut. Le monde est méchant. Et ça c'est clairement dangereux parce que ça les déresponsabilise en fait. Et du coup, ils pensent qu'ils ont des élèves qui sont droits à tout, etc. Voilà. C'était juste pour ça. Sur la relation des élèves entre eux, alors c'est beaucoup plus complexe. Alors, moi, ce que j'observe, c'est beaucoup d'agressivité quand même. Et en fait, je reviens du coup, je radote peut-être. Non. Un des effets délétères de la surexposition aux écrans, c'est l'agressivité. Jouer à Call of Duty à Halo 4 heures par jour, les expériences les spécialistes en neurosciences montrent que ça a clairement des effets sur le comportement, l'agressivité. Voilà, donc je pense que ça peut aussi venir de là. Ça vient, je pense aussi, des médias auxquels ils sont exposés. Je pense que si on est exposé à ce qu'on appelle l'ère soi-disant de la musique qui répète des appels au meurtre, au viol, etc. Je vais parler sans langue de bois, le rap gangsta, etc. Forcément, oui. Enfin, si on ingurgite que ce type de langage et tout, par exemple, moi, un truc qui me surprend beaucoup, je suis africain, né en Afrique, le langage un peu wesh attitude, wesh ma gueule, qui sort maintenant spontanément en cours. Une fois, je discutais avec un de mes élèves en seconde, il n'y a pas si longtemps, un élève très, très sympa, et je lui dis, je vous vois mes élèves, je dis, voilà, vous devez vous améliorer, votre attitude, c'était la fin d'année, je pense qu'en première, vous pourriez faire des choses si vous travaillez plus et tout. Et il me sort, wesh monsieur, ouais, tranquille et tout. Et après, et lui-même après, il fait, oups, il s'est rendu compte. Donc, il y a vraiment, oui, ce problème des médias qui consomment, du déficit de vocabulaire qui vient du fait qu'ils ne lisent plus, ou pas suffisamment. Et oui, et du coup, la surexposition aux écrans qui les rend beaucoup plus agressifs et tout. Et ça m'inquiète parce qu'on parle, c'est un peu d'actualité, on parle souvent des RICS en ce moment, RICS entre jeunes de quartier. Mon établissement n'est pas très loin de Vitry-sur-Seine. Il y a eu un drame, je crois que c'était en 2020 ou 2021, de la jeune Marjorie qui s'est fait poignarder. Donc, alors, je ne suis pas en train de généraliser, mais c'est vrai que ce sont des choses qui doivent, oui, nous interroger, nous les enseignants et aussi les parents, toute la communauté éducative en général, sur le rapport entre eux qui est de plus en plus véhément. Et ça m'alerte un petit peu. Oui, c'est clairement le cas. Là, on parle de violence, on parle de RICS, on parle de choses qui arrivent au pied de l'école, alors qu'avant, on parlait de meurtre ou de tuerie qui puisse se passer au pied de l'école. C'est en effet très grave concernant des ados, des enfants. Et en effet, quand je vous pose la question de la relation entre les élèves, entre les camarades, oui, je vais vers ça. Je pense aussi au harcèlement scolaire. C'est quelque chose qui est très prenant et qui, autant avant, pouvait se passer que dans l'école, mais maintenant, ça arrive même dans l'environnement personnel de l'enfant, puisque ça continue via le téléphone. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus et quelles sont les solutions qu'on peut apporter à ça quand on est professeur et qu'on est face à ça, soit parce qu'on a des élèves qui subissent ça dans ces classes, ou soit parce qu'on est totalement conscient qu'effectivement, c'est quelque chose qui augmente de plus en plus, et il y a de plus en plus de cas, et qui mène à des choses assez tragiques en plus. Oui.
Alors, ça me rappelle un film qui s'appelle La Cour, qui est un peu... alors, qui traite du premier degré, mais qui traite aussi d'une vraie société, en fait, d'enfants, qui fonctionnent avec eux, avec des prises de leadership, une organisation particulière, des guerres de territoire filles-garçons, des distinctions, les joueurs de billes, les joueurs de ballon, avec tout un tas de stéréotypes, parce que ce sont des enfants en construction. Ils arrivent au collège. Et au collège, la violence explose. On le voit dans les chiffres. On dit que 10% de gamins sont harcelés au sens premier, c'est-à-dire au sens de la loi, hein, c'est-à-dire des comportements subis à répétition qui conduisent vraiment derrière à des drames, hein, comme on a pu connaître. Hein. On a les prénoms qui résonnent en tête, on a des situations bien précises. Donc, on a les leviers institutionnels qui sont effectivement des organisations pédagogiques particulières qui vont de la médiation par les pairs au dispositif phare qui est là avec des sentinelles, des formateurs qui disent on a des indicateurs observables et il y a tout ce qu'on ne peut pas observer. Parce qu'il y a tout ce qui se joue de la relation implicite entre élèves, parce que c'est très insidieux le harcèlement. Et puis à observer, à décortiquer. Voilà, on a tout un protocole de signalement qui va jusqu'après à remettre en fait et de la part des élèves et de la part des adultes, mais sans rentrer dans un climat de dénonciation. Enfin, c'est particulier cette façon de fonctionner. On ne peut pas se satisfaire de ça. D'autres ont choisi l'éducation à la communication non violente. Donc déjà, c'est développer les langages, parce qu'en fait, le langage permet de mettre à distance la violence. Et je crois que ça, c'est un enjeu majeur. Hein, c'est que celle de la maîtrise, tu parlais de la pauvreté lexicale qu'on peut observer aujourd'hui chez certains élèves, ne serait-ce que pour exprimer leurs émotions, dire qu'est-ce qui te traverse là-bas, je sais pas, mais il y a un truc. Mais voilà, mais leur permettre de dire, et puis après de les outiller, en tout cas, de mots complexes, nuancés, conceptuels, qui leur permettent de penser, justement, et de mettre à distance les choses. Je pense que, alors même si c'est un peu, j'aime pas parce que c'est un peu à la mode, mais on dit que l'éducation à l'empathie, c'est quelque chose qui permet, en tout cas, de se décentrer de ses propres violences ou d'une situation donnée et de se mettre à la place de l'autre. En tout cas, moi, j'y crois parce que quand ils observent, on a eu toute cette campagne de sensibilisation, quand ils observent une situation de harcèlement, ils arrivent à l'identifier, ils arrivent à dire ça me va pas, ça me gêne, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Moi, ça me fait mal au cœur. Moi, j'ai même une élève qui s'est effondrée en classe en disant mais madame, c'est pas possible, ça me rappelle telle et telle chose. Et donc, ils savent, je pense qu'ils perçoivent les choses, mais qu'ils n'ont pas les outils pour les exprimer. Et leur dire voilà, ça existe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant au collège ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Comment vous auriez agi, parlé ? Qu'est-ce qui vous traverse déjà d'accueillir tout ça ? Et puis, parce que je pense qu'il faut quand même les confronter à l'existant, à ce qui leur est proche. C'est le premier petit pas à faire pour qu'ils puissent justement, déjà se situer en disant ça, c'est grave. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas du harcèlement, c'est de la chamaillade, mais quand même, il faut être vigilant. Parce on connaît les échelles de graduation. C'est un accordéon qui peut se déplier très, très fort et très vite et exploser aussi du jour au lendemain. Et tout en ayant, en construisant ces espaces et d'élèves entre eux, et d'élèves avec un référent, et avec une sentinelle élève, et puis un référent adulte. Et donc, en fait, construire un éventail de possibles sur lequel l'élève puisse se greffer. Tout en l'ayant consulté, parce qu'il y a des élèves qui ne parlent jamais au professeur, parce que les adultes, non, on n'a pas envie de raconter ma vie aux adultes. Donc c'est pas grave, tu veux pas te confier aux adultes, tu peux aller te confier à un élève. Oh non, mais lui c'est un délégué, il se la raconte, madame. D'accord, ok, très bien, tu veux pas lui parler à lui. Peut-être qu'il y a un médiateur, une médiatrice que tu connais ou pas, mais en tout cas à qui tu peux penser des choses. Ok, tu veux parler à personne, là il y a une boîte aux lettres, tu peux mettre un mot dedans. En fait, voilà, donc je crois qu'il y a à innover là-dessus, et je pense qu'eux ont beaucoup plus d'idées, sont beaucoup plus créatifs que nous. Donc leur dire, mais comment on peut faire ? Oui. Très intéressant. Donc comment on peut faire pour leur donner différentes possibilités de s'exprimer ? C'est ça, c'est que chacun et chacune puisse être vigilant de ce qui peut se passer à côté. Un enfant qui s'isole beaucoup, un enfant qui
est victime oui, enfin, je dirais des rigolades, plutôt des moqueries, voilà, des moqueries. Ça peut être pris à la légère comme à la longue, en effet, être très pris au sérieux. Et du coup, finalement, oui, c'est leur inculquer le fait de ne pas hésiter de signaler, d'être vigilant, et ne pas laisser les choses s'aggraver, se détériorer au point où on en arrive à des choses assez dramatiques. Et c'est sur ça, en fait, où je trouve qu'en ce moment, on tire beaucoup la sonnette d'alarme sur des situations qui sont allées très loin. Et ça me fait penser à une situation vécue où... alors, il faut savoir que moi, j'ai été pendant des années professeur de gymnastique. Donc là, on est dans un cadre plutôt loisir. Donc on sort de l'école. Bon, j'avais le bon rôle. Hein. C'était facile de les avoir, puisque finalement, c'était un moment qui était sympathique pour eux. Et j'avais une élève qui s'était plaint effectivement d'harcèlement. Mais c'est sa mère qui me l'a dit. Et en fait, elle m'a dit à quel point ça allait mal, et c'est ce qui faisait qu'elle était un peu... on le sentait, ça se ressentait aussi dans les temps où elle venait au cours de gymnastique. Mais on sentait que c'était aussi son exutoire. Et je pense que les élèves ont besoin aussi de ces espaces-là en dehors de l'école, mais où ils se sentent bien, où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent extérioriser. Et c'est les propositions que tu me donnes, Siam, sont en effet très claires. Et donner l'occasion aux élèves d'être aussi créatifs là-dessus. Mais les espaces, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est à la fois dans l'école et en dehors de l'école. Oui, il y a toute la logique partenariale aussi autour, pour laquelle la communauté éducative, souvent on la résume à ce qui se passe dans l'école, les parents et éventuellement les éducateurs. Mais alors, je ne sais pas comment on fonctionne, mais moi je m'autorise à appeler les coachs, oui. Coach de foot. Là ça va pas, ou là ça va. Moi je m'autorise à appeler le parent pour dire la semaine dernière c'était catastrophique et cette semaine ça l'est, c'est super, donc pouce en l'air. Et d'ailleurs le premier appel généralement il est déroutant. Mais pourquoi vous m'appelez quand tout va bien ? Parce que j'ai envie de vous appeler quand tout va bien. Donc, ça dépend ce qu'on s'autorise ou pas. Ça peut être les cellules d'écoute jeunes, parce qu'en fait, toutes les municipalités sont dotées de services jeunesse, avec des compétences et tout un panel de propositions d'activités qui permettent justement d'avoir ces espaces de parole et d'écoute. Parce qu'un élève qui ne parle pas, il écoute et il réfléchit. Oui. Et ce n'est pas forcément à l'école que ça se joue. C'est là encore une fois où je te rejoins. C'est toutes ces... Alors, elles peuvent être institutionnelles ou non institutionnelles. Un enfant, pour moi, doit avoir au moins 100 parents. Ça peut être un voisin, ça peut être... Voilà, mais en fait, chaque jeune, chaque enfant doit pouvoir être entendu dans ce qu'il est et par, on va dire, n'importe quel partenaire éducatif. Institutionnel ou non institutionnel, parce qu'en fait des fois la petite mamie qui est dans le coin, la petite retraitée mamie qui est là, qui vit seule parfois, elle va juste dire bonjour, oh dis donc t'as pas l'air très en forme, et elle va dire bon viens, on discute 2 minutes et après tu rentres. Et bien cette discussion là, voilà, le rapport intergé aussi, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie rarement, alors que je peux. Et ça peut tout changer en effet, oui. Ça ce change. Moment. Et c'est une dynamique à impulser et qu'on s'autorise pas ou qu'on ne conseille pas forcément. Je leur dis, si vous ne voulez pas nous parler, allez parler à n'importe quelle personne qui vous écoutera, en qui vous avez confiance. Confiance, oui, très important. Patrick, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Concernant le harcèlement scolaire, on parlait de moyens. Alors, tout à l'heure, Siam, elle a évoqué le dispositif phare. Alors, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Nous, étant donné nous sommes professeurs, donc on connaît un petit peu le dispositif. C'est un dispositif qui est mis en place justement contre le harcèlement scolaire, dans lequel on identifie le harceleur, le harcelé, et il y a des médiateurs qui sont en place afin de parer ça. Quels sont les autres moyens pour lutter contre le harcèlement scolaire ? On a la plupart du temps... Enfin, ça dépend des établissements, mais il y a le principal adjoint ou le principal qui va souvent faire un discours en début d'année, des fois milieu d'année, des fois fin d'année, concernant le harcèlement scolaire par rapport à des préventions, essayer d'avertir les élèves sur ça, comme ça ils sont au courant qu'ils n'ont pas le droit. Enfin, ils savent qu'ils n'ont pas le droit, mais le fait de le rappeler, c'est très important. Il y a aussi des actions qui sont mises en place, c'est-à-dire que de temps en temps, on a des cours qui sont banalisés pour permettre à des élèves d'aller en action. Ça peut être souvent...
comment ça s'appelle, le planning familial, Oui. où voilà, souvent on met en place des actions pour les prévenir par rapport à ça. Donc du coup, ils sont attentifs, ils écoutent. Ça peut être mis, par exemple cette année, c'était assez intéressant, ça a été mis sous la forme de jeu. Donc du coup avec des cartes, c'était sur l'orientation et sur justement le harcèlement scolaire. Donc du coup ils étaient en train de jouer, mais en même temps ils étaient en train de se rendre compte qu'ils apprenaient des choses sur le harcèlement. Donc le dernier point que je mettrai en avant sur le harcèlement scolaire, c'est ce que Kwame a dit au cours de cette interview, c'est en fait la place des parents. C'est-à-dire qu'en fait il y a des choses que nous on peut contrôler, d'autres qu'on peut pas contrôler. Chaque élève a sa personnalité, mais les paroles que l'on peut prononcer nous en tant que prof vont pas avoir le même impact que les paroles prononcées par les parents. Alors ça peut être, je parle des paroles, c'est pas uniquement les paroles, c'est l'éducation. Qu'est-ce que les parents vont transmettre à leur enfant. Pour vous donner un exemple très, très simple, j'ai été éduqué à la dure, on va dire, c'est-à-dire que j'avais pas le droit de faire grand chose. Mais lorsque je me suis retrouvé, étant donné que j'ai grandi à Viry-Grigny, donc j'avais des situations étant jeune où j'aurais pu potentiellement me retrouver vraiment dans la panade, mais c'est de moi-même, je me suis rendu compte qu'il fallait pas que j'aille vers telle ou telle direction. Alors pourquoi ? C'est effectivement, je suis d'accord qu'il y a une part de personnalité, c'est-à-dire qu'on est tous différents, Oui. mais il y a une grosse part. J'avais la voix de mon père dans la tête en train de me dire, mais Le cadre, voilà, parents. j'étais en train de m'imaginer en fait ce qui allait m'arriver, comment ça allait se passer. On allait appeler mon père, la police me dit on a retrouvé votre fils dans telle situation. Donc du coup, c'est à ce moment-là que, mettons qu'aujourd'hui je suis professeur, je me rends compte de l'impact que peut avoir, alors c'est pas le cas tout le temps, mais l'impact que peut avoir les parents sur leur enfant. Ça fait partie, donc du coup, ça fait partie des éléments indispensables contre le harcèlement scolaire, c'est-à-dire le rôle des parents. Ok, Je trouve. super. Ouais, la question des autorités aussi, parce que l'autorité parentale, elle est très cadrée aussi par la loi, celle du professeur aussi. Et après, il y a toutes les autorités extérieures. On était en débat, c'est une anecdote. Madame, moi, de toute façon, personne ne peut me juger si je vais devant la justice. Il n'y a pas de juge, madame, il n'y a que Dieu qui peut me juger. D'accord, ok. Alors comment après, l'idée, c'était pas de rejeter. C'est comment je rentre après en tant que prof en interaction avec cette personne, avec ce jeune qui définit une autorité qui n'est pas institutionnelle et qui n'est pas dans ce cadre-là. De dire d'accord, ça d'accord, dans ta sphère privée, très bien. C'est pour toi, c'est à toi. Et là, maintenant, tout de suite, on est régi par le règlement intérieur, etc. De faire revenir ici. Tu as le droit de partir là, voilà, là, c'est l'autorité divine pour toi, et qu'on respecte au nom de la laïcité, parce que mais c'est ta sphère privée. Et en même temps, tu dois respecter aussi, nous devons respecter le cadre légal qui est celui du règlement intérieur, traduction de la loi, quoi. Et ça, tout ça, ça vient C'est ça qui est complexe. Toi, tu avais l'autorité du papa qui était là en toi, en tout cas ancrée, et qui t'a permis de choisir, de faire un choix raisonné. Voilà. C'est le plus beau métier du monde aujourd'hui. Exactement. Je vais bientôt vous laisser le mot de la fin. En tout cas, c'était très intéressant. On a pu aborder différents points, différents sujets concernant l'éducation, le monde de l'enseignement. C'est très vaste. Je pense qu'on pourrait durer encore pas mal d'heures là-dessus. Mais en tout cas, vous avez pu nous éclairer sur ces sujets-là, mais avec aussi différentes visions, différentes manières d'appréhender les choses. Ce qui est sûr, c'est que à la fois votre rôle, il est aujourd'hui important, il est vu comme central du point de vue des parents ou des personnes extérieures, mais en même temps, vous ne pouvez avancer que aussi en ayant l'aide de justement tout ce cadre extérieur. Les parents, on n'a pas abordé, mais il y a les animateurs aussi des centres sociaux et des SMJ qui sont très présents auprès des jeunes. Tous ces acteurs-là, finalement, il faut que vous puissiez travailler ensemble, main dans la main, pour qu'on puisse aller vers un avenir serein pour ces jeunes. On n'est pas du tout sur un discours défaitiste, on est surtout sur des réalités qui sont d'aujourd'hui. On doit pouvoir avancer avec ces réalités. En effet, être flexible, tu as beaucoup parlé de flexibilité et c'est clairement le cas, mais en même temps, on ne peut pas être chacun dans son coin à vouloir faire comme on veut et puis les autres, on verra bien. Non, c'est vraiment ensemble. Je vous laisse le mot de la fin. Yes. Alors peut-être sur le harcèlement, je voulais rajouter 2-3 trucs avant le mot de la fin.
effectivement, je pense un des premiers leviers, c'est de se plaindre à l'enseignant. Je pense que c'est toi qui l'as dit, Siam. Et Patrick, je te rejoins totalement. Enfin, moi, le principal levier que je vois aussi, c'est c'est la connaissance, l'amour de soi. Comme toi, voilà. Enfin bon, moi, je suis né en Afrique. Déjà dès petit, enfin mon père m'a fait comprendre que c'est un honneur pour moi de porter son nom de famille. Et en fait, le premier jour que j'ai mis le pied à l'école, il m'a dit que aujourd'hui, dans l'espace public, quand tu rentres là, tu te représentes pas de toi-même, mais tu représentes toute la famille et toute la somme de gens qui ont existé avant toi. Et en fait, si on a conscience de ça, effectivement, alors je prends un exemple stéréotypé. Si on a conscience aussi de l'autre, si on est par exemple dans une situation d'agression, on peut pas, si on a conscience de qui on est, qu'on descend, je sais pas, pour les Africains de l'Ouest, si on est descendant de gens qui ont vécu dans l'Empire Songhai, l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana, on peut pas traiter son semblable comme moins que rien, on peut pas lui donner un coup de couteau, je pense qu'il y a ce truc, comme tu dis, de connaissance de soi fait que on va être freiné par un truc en disant non mais franchement, est-ce vraiment en tant que moi fils de mon père là, si je fais cet acte-là, est-ce que c'est digne de moi? Et je pense que c'est un vrai levier sur lequel on devrait travailler. Voilà, en plus de tout le modèle d'appui des institutions extérieures. Et en fait, ce que tu as dit par rapport à la mamie, ça m'a beaucoup fait penser au modèle en Afrique qu'on appelle de la famille étendue, extended family. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est que on dit c'est un village qui éduque un enfant souvent, donc il y a besoin vraiment de l'appui d'un peu tout le monde pour les faire évoluer dans le bon sens. Très bien. Est-ce que tu veux continuer sur le mot de la fin? Oui, après, sur le mot de la fin, je voulais parler, parler vite fait de livres. Oui, voilà. Quelques livres que je conseille aux parents et aux enseignants aussi, parce que c'était la principale cible. C'est vrai que j'aurais pu penser à quelque chose pour les élèves. Donc du coup, le premier livre que je conseille, c'est La fabrique du crétin digital. Je sais pas s'il faut que je montre comme ça, de Michel Desmurget. C'est principalement de lui que je m'inspire sur tous les constats des effets délétères des écrans sur les jeunes. Voilà, donc Michel Desmurget, La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants. Donc c'est un livre que je recommande vraiment aux parents pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait essayer d'aménager les temps d'écran pour qu'ils soient plus constructifs et pas uniquement récréatifs, ou même s'ils sont récréatifs, de raisonner la durée. D'accord. Voilà. Ok, très intéressant. Le deuxième livre dont je voulais parler, c'est Jeunesse et éducation en Afrique noire de Hilaire Sikumo. C'est un enseignant du secondaire camerounais. Il vient de mourir, il est mort il y a quelques jours. En fait, c'est assez vieux, c'est début des années 90. C'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça rejoint un peu l'approche de Siam, c'est-à-dire il analyse le système éducatif au Cameroun. En fait, c'est en Afrique noire, mais c'est sur le Cameroun qu'il se focalise. Et vraiment, il analyse ce système éducatif à partir du ressenti des élèves. Donc en fait, il montre un questionnaire qu'il a donné donc aux élèves qu'il a pu rencontrer. Je crois qu'il y en a 150. Et il leur pose tout type de questions. Qu'est-ce que vous pensez de vos enseignants? Est-ce qu'ils sont trop stricts? Est-ce que pour le règlement intérieur de l'école, est-ce que vous pensez que ce serait bien une école autogérée puis d'adultes? Est-ce que Et en fait, il construit vraiment sa réflexion là-dessus pour dire qu'en fait, oui, si on veut réformer l'école dans le bon sens, il faut aussi tenir compte des principaux intéressés qui sont les élèves. Commencer par les sonder, oui. Oui, voilà. En effet. C'est ça. Un autre livre, donc c'est un roman cette fois-ci d'un écrivain camerounais qui s'appelle Bassek Bakobio. Ça s'appelle Sangomalo. C'est un roman que je recommande aux profs. En fait, c'est l'histoire d'un prof qui décide de transformer totalement sa manière d'éduquer et veut mettre en place un système qu'il appelle l'école utilitariste, parce qu'il se rend compte que l'école telle qu'elle est fait classiquement en Afrique ne produit souvent que des chômeurs, et il se dit qu'au lieu d'apprendre aux gens des équations de physique qui leur serviront à rien, autant leur apprendre à cultiver la terre, revenir à des besoins essentiels qui vont les faire subvenir, répondre aux besoins concrets auxquels ils font face tous les jours. Donc voilà, il se lance dans une aventure où il fait des classes à l'extérieur, il amène ses élèves cultiver les champs, etc. Et il y a son administration qui lui fait face, qui n'est pas d'accord, etc. Bon, et ça a été adapté en film aussi. Voilà, c'est sorti au début des années 90.
Et le dernier livre dont je vais parler, ça s'appelle Vie et mœurs d'un primitif en Essonne, 91. On est dans 91 d'ailleurs. Oui. On finit sur 91. De Pius Ngandou Kachama, c'est un écrivain de l'ex-Zaïre, République démocratique du Congo actuelle. Et en fait, il raconte une mission de coopération qu'il avait eue dans le cadre de ses fonctions, d'une fonction qu'il occupait au moment, dans les années 80, au sein du gouvernement congolais, qui l'a amené en mission en Essonne, où il devait sillonner les centres jeunesse et les établissements scolaires pour parler de l'Afrique. D'accord. Donc, et en gros, j'aime beaucoup cette approche parce que là, c'est plus personnel, c'est-à-dire c'est l'Africain né sur le continent africain qui arrive en France, en Essonne, voit des jeunes Africains et Maghrébins et du coup des Européens qui vivent souvent dans des quartiers difficiles. Et sa mission, c'était de leur parler de l'Afrique, leur projeter des films sur l'Afrique. Lui-même étant écrivain, il parlait aussi de son œuvre. Et en fait, c'est une espèce de chronique au jour le jour de la réaction des élèves, des jeunes qu'il a eu en face de lui par rapport à ce qu'il leur amenait. Des jeunes qui leur demandent, oui, mais en quoi vous sentez-vous africain ? Des questions qui lui paraissent bateaux. Et vraiment, dans le livre, il dit, je me suis senti challengé vraiment par des questions auxquelles même moi, j'avais jamais réfléchi. Et puis, des choses un peu sordides des fois. On lui dit, oui, mais monsieur, l'Afrique, c'est un peu la jungle et tout. Il n'y a rien de civilisé là-bas. Donc, il raconte un peu comment il a vécu tout ça. D'accord. Super. Et merci pour toutes ces références. Ouais. En tout cas, on est paré pour l'été, là. Ouais. Là, on a plein de choses à lire, mais c'est très bien et ça donne une orientation, autant pour les profs que pour les parents. Donc, parfait. Merci beaucoup. Alors, moi je les ai pas sous la main, mais effectivement, donc pour ceux qui voudraient goûter à l'aventure de l'enseignement spécialisé, notamment en SECPA, il y a Rachid Zerouki, donc qui est un enseignant en SECPA, qui les décrit très bien dans ce qu'on appelle, donc qui est titré un livre qui s'appelle Les Incasables, donc qui parle en fait, qui raconte un élève en grande difficulté persistante scolaire, donc le public auprès duquel je m'investis quotidiennement, en qui je crois très fortement. Après, donc, si on veut aller sur des choses beaucoup plus... ce qui touche nos élèves, c'est principalement cette difficulté on va dire d'abstraire en fait, de la capacité d'abstraction et de transfert dans les apprentissages. Et Britt-Marie Barthes, qui était l'explique très bien donc dans son ouvrage qui s'appelle aussi, je crois, Capacité d'abstraction. Donc on trouve assez aisément. C'est un vieux livre, mais en tout cas qui traite et qui explique ce qui se joue sur le plan cognitif. Dernier auteur que je cite, parce que c'est celui qui m'a fait découvrir les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, qui décrit les troubles du comportement compulsif chez les élèves, et troubles sévères du comportement, vraiment, ce qui ne se maîtrise pas à tel point que ça les handicape. C'est Serge Beaumard qui a écrit La peur d'apprendre, et donc qui décrit très bien ce qui se joue sur le plan des émotions et de l'affect chez un enfant, des fois qui a peur d'apprendre. Et quelques années plus tard, il a écrit La peur d'enseigner, parce qu'en fait, c'est cette relation qui vient justement. Donc, il y a quelque chose dans l'interaction. C'est souvent parce que l'enseignant a peur de quelque chose ou qu'il se sent démuni qu'il va provoquer indirectement des blocages dans les apprentissages. Et c'est intéressant d'avoir ce recul et ce qu'il décrit, puisqu'il a lui-même enseigné dans ces structures médico-sociales. Un dernier petit message, en fait, je l'adresse à tous les élèves et les élèves que nous sommes, nous aussi enseignants. Donc, moi, je crois qu'il faut y aller, il faut y croire, il faut oser. Il fallait au devant. Je crois que le lien social, il y a de ça 2 petites années, on avait souffert d'être enfermés. Je crois que pour s'émanciper, il faut continuer à produire du lien, quel qu'il soit, et innover de ce point de vue-là, qu'il soit numérique, un peu virtuel, pas trop quand même, vigilant. Et puis voilà, donc en tout cas, moi j'ai été ravie d'interagir avec mes collègues qui sont encore... je me suis encore nourrie de quelque chose, j'ai appris des tas de choses aujourd'hui encore à votre contact. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Et ton mot de la fin, Patrick ? Oui, le mien. Ce que je peux dire pour faire court. Je trouve que le but, c'est pas de relancer un débat, mais je trouve qu'il y a un léger paradoxe entre le fait d'être prof en 2023 et les directives données par l'Éducation nationale. J'aime bien, je crois que c'est Kwame Natojar qui en parlait. Alors, c'est pas être prof en 2023, ça ne veut pas spécialement dire qu'on est totalement d'accord à 100% avec la façon
d'éduquer du gouvernement, les choix qu'ils font. Je trouve qu'aujourd'hui, pour enseigner au collège, je trouve qu'il y a des élèves qui sont extrêmement fatigués, non pas parce que ils se sont couchés tard, mais des bons élèves qui travaillent, parce que tout simplement, c'est difficile de faire du 8h, 17h quand on a 12 ans. Le rythme scolaire qui est donné. Voilà. Donc il y a assez un paradoxe. Alors moi, ce que je dirais, c'est que j'essaye d'amener à mes élèves, de leur transmettre l'envie de réussir. Et la réussite n'est pas forcément liée à la réussite scolaire. Souvent, alors ça a été mon cas, on associe souvent la réussite dans la vie à la réussite scolaire. Oui. Alors que je trouve que dans l'éducation nationale, on omet de mentionner qu'on peut réussir sans passer par l'école. Alors c'est difficile, du coup, vous me direz, parce que du coup, eux, leur rôle, c'est la réussite scolaire. Mais je trouve qu'on ne met pas assez en avant le fait qu'on peut tout simplement réussir. Souvent, je leur dis à des élèves, tu sais que tu peux réussir dans la vie, peut-être que tu n'es pas forcément scolaire. Il y a Siam qui a parlé beaucoup de différenciation. Peut-être que toi, ce n'est pas de cette façon-là que ça va aller, mais tu peux réussir dans la vie en faisant ça. Alors oui, tu es obligé de passer par ça, tu es obligé de travailler comme ci, comme ça, mais tu peux réussir dans la vie. Donc du coup, le message, c'est vous pouvez réussir, vous pouvez y arriver. Vous n'êtes pas obligé de réussir scolairement pour réussir dans la vie, voilà, tout simplement. Ok. Et ça met totalement en lien le fait de croire en soi, de suivre finalement ses aspirations, même si le terme d'aspiration professionnelle, c'est un mot très lointain, je pense, pour eux aujourd'hui. Mais il y a en tout cas ce qui est de l'ordre d'aller vers les choses qu'on aime. Et très souvent, ça, on nous l'a mis de côté. Je parle pour ma part. Faire ce que t'aimes, non. Va vers un métier qui va te permettre d'avoir une rémunération. C'est tout. Il n'y avait que ça qui importait. Et puis, des bonnes notes à l'école. Alors qu'aujourd'hui, je pense que la chose est beaucoup plus complexe. Et l'objectif, c'est pas d'avoir des clones, mais plutôt d'avoir des personnes qui vont s'assumer complètement, qui vont pouvoir... des personnes qui vont se tourner vers, effectivement, des secteurs, des domaines qui vont leur permettre de s'épanouir. Et c'est de là qu'on va avoir petit à petit des personnes qui vont s'accomplir, qui vont s'épanouir et qui vont être totalement accomplies et pas voilà. On est totalement en évolution, comme vous l'avez dit, totalement en évolution, en progression. Et l'objectif, c'est d'aller à chaque fois vers des choses qui nous permettent à chaque fois de s'élever. Aujourd'hui, on choisit l'orientation et on n'est pas orienté, on l'a choisi. Oui. Alors qu'avant, on la subissait un peu. C'est mon avis là-dessus. Merci beaucoup à vous trois, c'était vraiment passionnant. Merci Kwabena, merci Siem, merci Patrick. Merci. On se retrouvera peut-être à une autre émission sur des sujets tout aussi passionnants. En tout cas, je serais ravie. Au hasard. Je sais que vous avez tous et toutes d'autres disciplines sur lesquelles vous pouvez bien sûr aussi vous exprimer, mais ça pourra bien sûr avec plaisir faire être l'opportunité d'une autre émission. En tout cas, aujourd'hui, j'étais ravie vraiment de vous recevoir. Merci pour cette première. Je vous invite à continuer de suivre Dose d'Inspi et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Salut. Au revoir. Au revoir.